Bonjour à tous, nous allons donc hello, comme disent les Anglais, commencer, ou hello, comme disent les Allemands, commencer notre cours numéro 34, cours pratique numéro 34. Mais avant, nous allons d'abord revenir sur le cours pratique numéro 33, où chacun ici présent pourra exprimer quelques auto-observations du moment à partir d'expériences privées et personnelles. La parole à Amaury. Alors, j'ai quatre exemples, mais interrompez-moi si vous voulez laisser parler d'autres au milieu. Euh, 2 sur 8 inter 15, donc tension conceptuelle 8 versus tension et motivationnelle 15. J'étais en position de type entretien d'embauche en interne dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et la conversation était assez complexe, donc tension, contraction intellectuelle, enfin contraction conceptuelle. Et j'ai pu observer dans ce moment-là l'émotion qui me traversait, qui était très contractée. Et j'ai donc essayé de la décontracter, ou en tout cas d'arrêter la courbe de croissance de la contraction pour au moins contenir la tension motivationnelle. Ce qui m'a aidé un peu à rester dans la conversation et donc à avoir en tout cas le jeu en moi, avoir une meilleure conversation à ce moment-là. Et un deuxième exemple sur du pareil 8 inter 15, euh, un peu plus fun, planning de vacances ou organisation de soirées d'anniversaire où là il y a la complexité des disponibilités, du temps, du prix, de la disponibilité, etc. Qui crée une tension donc conceptuelle et à nouveau la tension émotivationnelle associée, donc la contraction émotivationnelle associée était assez élevée. Et là, par contre, ce que j'ai pu observer, donc j'étais dans un environnement à la maison personnelle, c'est une forme d'échappatoire. La machine esquive la contraction, essaye de réduire la contraction à néant en esquivant, et donc je vais ou la machine va partir dans la cuisine pour aller grignoter ou va avoir envie de regarder la télévision et finalement de lâcher complètement le sujet. Donc dans ces moments-là, ce que j'ai essayé de réaliser, c'est de garder la machine présente à soi-même et donc d'habiter l'inconfort de la contraction motivationnelle, ce qui est un peu difficile, mais qui permet de devenir confortable et finalement de réduire légèrement la sensation de contraction motivationnelle. Voilà, donc ça c'était le 8 inter 15. Juste une remarque, c'est quand tu dis je vais ou la machine va, c'est bien à distinguer, c'est-à-dire si c'est la machine qui va bouger, toi t'en prends conscience, et donc dans un stade 2 de veille qui se réveille, qui se dit oh, voilà, je suis en train, enfin, je suis. Ma machinerie, mon petit jeu automate va plus à côté pour se détendre. Bon. Par contre, si tu es dans un moment où tu te dis consciemment, maintenant, ma machine est épuisée, mais je sais que si je vais, ça va me relaxer, c'est tout à fait autre. Je parlerai volontiers d'un travail de Soum, justement pour le prochain livre collaboratif, où elle se rend compte que elle peut être dans un groupe de gens, et si elle est en stade 1 de veille en tant qu'automate, elle va avoir ce mécanisme en deux temps. On parle à l'autre, l'autre nous parle, puis après on se dit ah j'aurais dû lui dire ci, ah mais quand il m'a dit ça voulait dire ceci. En fait, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire, hein. C'était il fallait que je comprenne derrière, bon, etc., etc. Donc il y a ce qu'on appellerait des commentaires, et donc on perd du temps, on revit des scènes. Alors qu'à contrario, si jamais on est au stade 2 de veille, elle peut le constater, et c'est très intéressant dans sa description, au stade 2 de veille, eh bien, je suis avec les autres, mais je suis aussi avec moi-même. Donc, au lieu de me dire, ah, j'aurais dû dire ça après coup, maintenant je suis là, j'ai conscience que. Et là, ça peut aider dans mon cerveau à me dire, ça y est, j'ai trouvé des idées, je le dis tout de suite. Donc, ce n'est plus moi qui vais aller, entre guillemets, dans la pièce d'à côté, mais c'est peut-être moi même qui vais rester là où je suis. Mais dans mon cerveau, je me dis, tiens, je m'échappe un instant. Ah, si j'étais devant les étoiles la nuit, ou si j'étais devant un océan le jour, et je reviens. Qu'en dis-tu? Ça me rappelle le cours précédent où il y a deux cours où j'avais parlé du mouvement
Donc on est sur j'ai oublié mes neurofonctions, euh, physique, Mouvement euh, corporel, c'est mouvement corporel, pardon, 4 pour m'échapper de la complexité au travail. Et après, j'avais expliqué que je restais sur ma chaise, mais que je m'imaginais conceptuellement dans le mouvement. C'est un petit peu similaire à ce que tu m'expliques, je pense. Ok, je l'ai. Euh, alors j'ai deux autres exemples, mais je ne sais pas si tu veux donner la parole peut-être à d'autres avant que je continue, ou sinon je continue avec plaisir. alors, commencez-vous, Carole, Stéphane. Moi, je veux bien donner mon exemple. Alors, vas-y. Donc, c'est dans le cadre d'une situation, Alors, une combien déjà relation, on a dit? dans le cadre d'une 8 intervenants, donc dans le cadre Ah. d'une relation, on va dire, conflictuelle avec un entrepreneur, où, où j'ai auto-observé une tension forte, euh, intellectuelle et motivationnelle par rapport au fait d'être mise en présence de cette personne. Et en réalisant un effort de changement de rôle, c'est-à-dire de ne pas laisser mon jeu rentrer dans une colère et des remarques systématiques et, euh, et automatiques. Donc, en restant, en étant un biopsychomachine, en observation et en état de neutralité, j'ai pu auto-observer que mon interlocuteur changeait d'attitude et que la dynamique de la relation se transformait avec une réaction de mon interlocuteur qui était aussi d'esquive, en fait, une réaction d'esquive par rapport à ma présence, alors que d'habitude, c'est pas du tout comme ça que la situation se déploie. La situation se déploie plutôt sur un ton où la personne m'embarque dans des explications techniques. Et voilà. Et donc, je suis assez satisfait d'avoir travaillé sur cette relation entre la 8 et la 20. Le rôle motivationnel. Ce merveilleux stoppage en toi-même pour ne pas être pris par le débordement émotionnel et pouvoir donc connecter à un processus intellectuel stoppant justement et contrôlant finalement la situation avec l'autre. Avec aussi un pas de plus qui était de noter dans ma mémoire toutes les défauts, on va dire les défauts techniques que ma biopsychomachine remarquait très facilement. Et donc de réaliser un effort de ne pas tout de suite les signifier. Attendre, attendre et les poser plus tard dans un autre moment qui sera plus adéquat. Oui, parce que lisser les défauts techniques intellectuellement, donc il y a des contractions. C'est ça. Ouais, c'est intéressant aussi de pouvoir justement stopper et reporter en disant ça plus tard. Et aussi reporter au bon moment. Parce qu'en fait, évidemment, il y a des moments où il est bon de le dire et des moments où il est mieux de se taire. Voilà, ouais, c'est bon. Alors, qui en ajoute, Carole? De mon côté, j'ai pu réaliser des auto-observations sur les neurofonctions 13 inter 15. Euh, donc, à l'occasion d'une ou plusieurs réunions professionnelles, j'ai auto-observé et j'ai pris conscience aussi que lorsqu'on me donnait la parole et donc quand j'étais dans un rôle de sachant, mais à devoir expliquer le sujet, enfin, en tout cas, ma biopsychomachine était en tension émotionnelle assez forte. Et ça avait un impact sur les mots qui ne venaient pas, qui n'étaient pas fluides, qui ne venaient pas de façon naturelle. Alors que un peu plus tard, au cours de la réunion ou lors d'une autre réunion, sur le même sujet ou un sujet à peu près équivalent, là, je n'étais plus dans une présentation, mais dans un partage de paroles.
Et ma biopsychomachine était là plutôt dans une forme de relaxation et motivationnelle, et ça avait un impact sur la fluidité des mots. Je ne cherchais plus mes mots, cela venait naturellement. Donc, effectivement, un impact entre le rôle intellectuel, conceptuel et l'attention et motivationnelle, ou en tout cas contraction, relaxation et motivationnelle. Oui, une petite question pour toi, Carole. Lorsque tu es dans le rôle intellectuel, donc la neurofonction numéro 13, et que tu dois présenter à d'autres, un parterre d'auditeurs, un sujet pourtant que tu connais bien, est-ce que en toi, il y a cette envie d'être plus précise, plus, pour que la compréhension soit plus claire? Et donc, c'est cette précision-là qui va peut-être créer des tensions émotivationnelles, donc pour la neurofonction 15. Non, c'est des sujets que tu connais bien, tu viens de le dire. Oui, c'est un sujet que j'ai préparé, que je me suis un peu reconnue dans cet exemple, dans celui que Stéphane avait pu partager avec nous il y a quelque temps dans son rôle de professeur. J'avais partagé comment dire, le sujet, mais pas forcément la façon dont j'allais le dire. Et là, vraiment, comment dire, j'avais les idées dans ma tête, mais j'avais pas forcément les mots qui pouvaient être compris par l'auditoire. Mais c'est quelque chose aussi dont je prends conscience au moment où je prends la parole, parce que j'étais vraiment présente à ce que je faisais et à la volonté de toucher mon auditoire. Quand je suis dans un partage, ou quand en fait on est en train de partager une conversation, ou quand on est en train de débattre, en fait je me suis rendu compte que j'étais peut-être moins dans la précision, comme tu le disais, Serge, moins dans la précision des mots. C'était plus dans l'échange, comme une sorte de ping-pong. Et le mot qui allait pouvoir porter était peut-être moins. C'était quelque chose qui était moins voulu, en tout cas. Là, on était plus dans un échange d'idées, justement, libres, et pas à vouloir poser des mots très précis pour être compris du plus grand nombre. C'est intéressant la dichotomie que tu évoques, Carole, entre une structure générale et une structure particulière, justement, l'idée ou le mot. Je racontais une anecdote que vous avez pu entendre tous ici présents, mais pour d'autres, ce sera une nouveauté. Il y a beaucoup d'années en arrière, j'ai dû donc préparer l'écriture notamment du premier livre concernant la neurogénétique. Et j'avais donc acheté d'occasion à l'époque un ordinateur portable qui avait appartenu à une journaliste. Et cet ordinateur avait un petit défaut, il s'arrêtait de temps en temps. Seulement, ce que j'ai trouvé très drôle, c'était pour quelqu'un qui travaillait sur la notion d'éveil, notamment intellectuel, de se retrouver, et motivationnel. Là, tu vas comprendre la distinction que j'avance vers toi, Carole, c'est que je me retrouvais avec un ordinateur qui stoppait soudain. Alors, par exemple, je me rappelais de l'idée. Ah oui, c'était ça, c'était l'idée que je voulais développer. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit? Alors là, les mots, le style, tout était perdu. Parfois, à contrario, je me rappelle de certains mots clés superbement intéressants, quelques expressions magnifiques. Mais là, j'ai eu l'idée déjà. Et il était rare que j'arrive à avoir les deux en connexion. On se rend bien compte à ce moment-là qu'il y a donc vraiment deux réseaux neuronaux qui travaillent, mais qui sont très distincts l'un de l'autre. Et ce qui est interpellant, c'est de les connecter de plus en plus jusqu'à ce qu'ils soient une unité en soi, bien sûr. Oui, ce serait le rapport entre l'infini et le fini. On pourrait le dire. Ou entre le grand et le petit, on revient sur l'idée fondamentale. Donc une grande idée, infinie, peut-être pas infinie, mais disons une grande idée. Tu as la grande idée, puis dedans, tu as des
des arguments finis, des mots, des expressions, des groupes de mots, des, des ensembles d'idées, des ensembles d'idées les unes avec les autres formant un raisonnement. Hein. Puis finalement, tu t'aperçois que, bah oui, mais si jamais j'ai tout le raisonnement bien dans ma tête, mais est-ce que je me rappelle encore des mots-clés? Ah, au secours, au contraire. Voilà. Un entraînement assez intéressant. C'est un peu comme si on venait sur le plan corporel, se dire, je vais effectuer une longue marche, je sais pas, 5 km, allez, hop, on est parti. Mais dans les 5 km, selon le climat, selon les gens autour, selon, plein de paramètres, est-ce que je peux garder conscience, je sais pas, de mon pied droit assez longtemps pour me dire si j'ai mal au pied, si au contraire j'ai le pied bien libre, est-ce que ça me tend vers le genou, est-ce que j'ai mal à la cuisse, etc., selon toujours la marche. Et souvent, on a l'un ou l'autre. Pareil pour les émotions. On a une ambiance émotionnelle globale, et puis dedans, là, par exemple, alors ça, c'est souvent, je travaille là-dessus, je l'évoque pour qu'il peut le comprendre, la notion d'objectif, de but. Je suis en train de parler d'un grand projet, puis il y a quelqu'un qui m'interrompt pour dénigrer ce que j'ai dit ou pour parler de n'importe quoi d'autre. Et c'est comme si on me cassait mon but. Donc, émotionnellement, un petit peu ton entrepreneur là qui devient agaçant, il y a à ce moment-là une contrainte dans l'autre sens. Alors, on va arrêter, on va discuter, on va réagir, la machine va réagir. Mais c'est là qu'il devient intéressant de se dire non, je peux garder mon but, ma direction, mon cap, je sais que je vais là-bas, j'irai là-bas, alors que l'autre m'a perturbé, je vais peut-être répondre à l'autre, mais répondre ce qu'il faut dire pour que l'autre se calme, ça revient au travail de Stéphane, extrêmement intéressant, et à partir de là, eh bien, oui, je peux reprendre mon but, je ne suis pas changé de direction par ce qui se passe à droite, à gauche, en haut, en bas dans mon existence. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité également d'utiliser l'énergie qui monte, c'est-à-dire que par exemple, si on a ses propres conflits internes ou ses propres colères ou ses propres on sent bien qu'il y a une énergie émotionnelle et motivationnelle qui monte, et peut-être justement des fois ça marche de la réutiliser pour, par exemple, construire un argumentaire. Et en fait, c'est comme si on puise de l'énergie. Enfin, c'est comme ça nous amène de l'énergie. Et la question, c'est justement pas la retourner contre nous, mais plutôt la retourner en action, en action corporelle, intellectuelle ou motivationnelle. Et moi, j'ai remarqué que ce type de... Quand j'ai l'esprit assez stable, j'arrive à entendre cette énergie qui monte en moi et la recycler, voilà, la recycler. Ah, oui. La recycler. Moi, je serais tout à fait d'avis de dire oui à ce que tu dis. D'ailleurs, Carole, finalement, ton souci, il est qu'il y a une non, j'ai envie de dire, non-cohérence, en termes de connectivité, non-cohérence entre ta, ton impulsion et motivationnelle intense. Ah, faut que je dise ça. Il y a soudain, justement, le groupe de mots, le groupe d'idées, le raisonnement qui est là, mais il n'y a plus le frein pour regarder les détails, intellectuellement parlant. C'est là la problématique que tu évoquais. Alors, Amaury, tu voulais nous donner deux autres expériences tiennes. Ouais, alors j'avais du 19 inter 11, donc posture et motivationnelle et mouvement conceptuel. Donc là, c'était dans la cuisine quand je suis en train de préparer des gâteaux, en général en grande quantité d'ailleurs. Et quand je prépare des recettes que je connais très bien parce que ça fait, pardon, que je prépare parce que je les pratique depuis plus de 10 ans, par exemple, l'habitude étant là. Donc j'ai la posture et motivationnelle très joyeuse et motivée, on va dire, euh, par rapport à des recettes que je connais moins bien qui me positionnent dans des postures et motivationnelles un peu moins confortables. Dans ces moments-là, la machine peut en gros s'extraire du présent, c'est-à-dire la préparation et
la préparation de la recette devant moi et préparer conceptuellement les étapes suivantes. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans presque un jeu d'échecs, entre guillemets, pas aussi compliqué quand même, mais où on prépare quelques étapes en amont. Donc on est présent, mais on est aussi un peu en avance de phase. Donc il y a une grande fluidité dans la séquence et le flow intellectuel, conceptuel est très limpide. Voilà, donc ça c'était un autre exemple. Et le dernier exemple, c'est du 10 x 17, donc image conceptuelle et image et motivationnelle. On en avait parlé un tout petit peu lors de notre dernier TD. Donc je reviens sur le 8 x 15 d'avant où je préparais mes vacances. Il y avait la contraction conceptuelle et motivationnelle. Il y avait aussi donc sur le 10 x 17 l'image des vacances conceptuelles qui du coup créait une image motivationnelle très joyeuse je, ma machine et moi en tant que pilote de la machine me projette dans les semaines qui vont venir sur une plage ou dans un hôtel ou dans une piscine. Voilà, pendant mes vacances. Donc une image très joyeuse émotionnellement. Donc, ce que je vais un petit ajout sur ton expérience 11 Inter 19 que je trouve vraiment intéressante et pour nous et ceux ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Ton 19, il est dans le désir de réussir les opérations de confection de gâteaux. Et donc, c'est très fluide au niveau intellectuel. Et 19, c'est cette énergie de réussite, de désir de réussir qui te porte. Je vais juste dire ça. Ouais, merci pour la précision. Et puis au niveau du verbe faire, on t'a repris, sur un verbe faire. Et je voudrais redire donc, à l'ensemble que tu as remplacé ton verbe faire par pratiquer, et ça, c'est pas ton mot à toi, c'est un mot qui est là juste un secours. Mais c'est pas le mot que tu emploieras plus tard quand tu auras vraiment trouvé le terme qui convient à ce moment-là pour toi et pour ceux qui vont t'écouter. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, Merci, dans le sens de ce que dit Serge, en effet, on a beaucoup travaillé ces années d'évolution de la discipline neurocognitive sur l'idée d'amener ceux qui travaillent avec nous, non pas à répéter les mots de Danfield ou de Serge ou de tel ou tel autre, mais vraiment trouver nos mots à nous. Justement, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a des vocabulaires parfois très riches, mais on ne le sait pas, et très diversifiés, justement, ce qui permet de garder la variété. Donc, oui, tout à fait, à trouver tes mots à toi et à chacun de nous trouver nos mots à nous. Et ça rejoint aussi l'expérimentation de Carole, qui va trouver ses mots à elle. Mais au début, en effet, on prend un mot de quelqu'un. Récemment, d'ailleurs, j'étais dans l'amusement avec Serge, on s'est amusé à se battre sur ce qui vient après l'aluminium, après le fer. Parce que si c'est plus je vais faire un voyage, c'est je vais me mettre en marche, mettre, le verbe mettre, puis après on a le verbe avoir. Et au bout d'un certain temps, on a tellement enrichi le vocabulaire qu'on a une diversité. Et ça y est, on n'est plus pris tout de suite automatiquement par ces mots d'action, ces verbes automatiques. Oui, je vais mettre un aliment dans le réfrigérateur. Bon, je vais le ranger dans le réfrigérateur. Ou je vais le placer. Je vais le placer dans le réfrigérateur. Alors, je vais mettre mes vêtements, donc je vais peut-être m'habiller, je vais peut-être me vêtir. Je vais porter cette veste. Donc, à nous de jouer finalement en osant plein de termes. Et donc, la neurofonction 13 amplifiée. Et à partir de là, notre cerveau, peu à peu, peut jouer, et justement, même allant plus loin, et revenant sur ce que disait Carole, s'adapter à telle ou telle neurofonction émotionnelle qui va avec. Et... Exact. Parce que si l'on est au choix des mots, ce qui va se passer, il vient de le dire, ce qui va se passer émotionnellement, on va être très présent, puisqu'on est présent au choix des mots. Donc il va y avoir une présence à ce qui va jaillir du mot, donc émotionnellement parlant. On a une présence qui est globale. C'est mécanique. Alors, attaquons-nous tout de suite
Le cours suivant, le cours numéro 34. Alors, c'est un cours qui va traiter donc de connexions neuronales et motivationnelles et intellectuo-conceptuelles, on va dire entre guillemets sensorimotrices. Sensorimotrices, alors je prends, alors, il y en a tout un tas, je vais peut-être les citer parce que Serge me dirait, cite-les en premier. Donc, 12 inter 17, 12 inter 21, 11 inter 21, 11 inter 17, et puis 4 autres, 19 inter 10, 19 inter 14, 18 inter 14, 18 inter 10. Alors j'ai un exemple d'un étudiant ou d'une étudiante du livre de 2016-2018, donc que je remontre toujours et évidemment encore et encore. Le reconnectique enseignement. La mémoire visuelle d'un visage me revient, voudrait me submerger, mais m'efforçant de passer du stade 2 au stade 3 de veille, capture des variations dans ce qui m'émeut, ce qui émeut ma biopsycho-machinerie émotionnelle et motivationnelle. Et je constate que la mémoire du visage me permet de stabiliser ces changements d'émotion. Ces mouvements, donc en fonction 18, on comprend, émotionnels, quant à la variation affective, émotive, m'assure de rester indépendant envers ce souvenir visuel, en fonction 10, qui autrement, si je ne m'efforçais pas de maintenir mon attention en double tâche vers ces deux fonctions neuronales, serait pour moi hypnotisant. C'est vrai que c'est très interpellant quand on est dans du, entre guillemets, donc sensorimoteur, surtout quand on se rapproche d'une connexion entre domaine motivationnel et domaine intellectuel-conceptuel, c'est qu'on s'aperçoit de la notion d'hypnose. On audiovisionne un film, c'est-à-dire on a l'oreille qui entend, audition, les yeux qui regardent, vision, et on est hypnotisé. Mais c'est pareil si on est pris par l'idée que notre cerveau raconte. C'est même pas l'idée de l'autre. Notre cerveau raconte une idée, on est tout dans des mois devant « Ah, qu'est-ce que je parle bien ? Ah, que mon idée est bonne !» Et là, on n'est plus présent parce qu'on a été hypnotisé par ce double mécanisme. Mais à contrario, on peut utiliser justement un double mécanisme pour sortir de l'hypnose. Alors, qui voudrait... soit peut-être que tu veux rajouter quelques mots, Serge. Non, on peut commencer. J'étais en train de réfléchir aux premières connexions neuronales que la leçon propose, c'est 12 inter 17. On va peut-être l'étudier et aller un peu plus loin dans l'explication. 12, donc 12, c'est une idée, on est sur la série intellectuelle, conceptuelle. Donc 12, c'est une idée fixe, une idée qui revient, une idée redondante, une idée très présente. Et 17, c'est l'émotion, mais l'émotion imagée. Donc, on va donner un exemple. Par exemple, si intellectuellement, je me souviens d'une maison où j'ai habité dans mon enfance, je vais me souvenir très précisément, mais intellectuellement, que dans cette maison, il y avait un très beau puits, et il y avait une belle statue, un cheval, par exemple. Et donc, je vais visuellement, dans ma machinerie, il va y avoir une image mentale de ce puits, il va y avoir l'émotion que va susciter cette image mentale. Et c'est ça, précisément, donc 12, je me rappelle que dans ce très beau jardin où j'habitais, il y avait un beau puits, et là, je revois ce puits, et l'émotion de ce puits m'accompagne. Et je vais pouvoir y rester très longtemps, plusieurs minutes, même si je me sens bien, si ça me détend de repenser à ça. Très, très précis. Donc là, on est sur du constructif. Au contrario, on peut être sur du négatif. Donc après, qu'est-ce qu'on a comme 34 ? On est déjà à 34. 36, pardon. Des sauts quantiques, oui. Donc on a 12 inter 21. Je vais te laisser Vinci, 12 inter 21. À 12, on y est toujours. Hein, c'est pas ce que je vais dire.
intellectuellement, donc une idée redondante, récurrente. Mais par contre, le 21, ce sera ce qui est plutôt justement un goût auditif, donc on a le souvenir d'une musique, on a le souvenir de la voix de quelqu'un, et c'est pas le souvenir conceptuel, mais c'est le souvenir émotionnel, c'est-à-dire on n'a pas forcément la voix en tant que telle, elle est un petit peu lointaine, on ne sait plus, si ça vous est déjà arrivé, c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup dans ce cours de neurocognitique en général, mais il est vrai que c'est tellement étonnant quand on n'arrive plus à se rappeler d'une musique, mais on sait que c'est à peu près ça. C'est très agréable, c'est-à-dire qu'en fait c'est émotionnel. C'est émotionnel. Alors, après, du 11 inter 21, donc Donc du 11 inter 21, donc 11, c'est dans la série intellectuelle conceptuelle, les mouvements intellectuels, donc voilà, on va penser, j'aime bien la mer, on va penser à la mer, et puis on va penser aux mouettes, par exemple, un bateau qui passe. ça passe d'une idée à l'autre. On va passer d'une idée à l'autre, d'une pensée à l'autre. Puis on va penser, il est déjà 19h, il faut que je rentre, il faut que j'achète le pain. On va avoir toutes ces, C'est vrai, c'est croisé on va parfois. avoir toutes ces idées qui vont s'enchevêtrer les unes dans les autres. Et puis, quand on va, par exemple, la première idée, la mer, le bateau, on va entendre la mer, donc il va y avoir ce goût donc, au niveau de la neurofonction 21, on va avoir ce goût de réentendre émotionnellement la mer, parce qu'on est à Paris, il y a 34 degrés, on a très très chaud, et là, on se souvient de tout ça, on se souvient de la mer, on se souvient de l'océan, des mouettes, et puis on réécoute tout ça. Voilà, au niveau du 21. Et si c'est non pas le 21 mais le 17, eh bien, même idée, il y a, quand on a une variation d'idées, une variation de pensée ou même de raisonnement, on va plus loin, on va pouvoir réaliser qu'on peut connecter cela à un arrière-goût visuel et qui peut nous stabiliser justement quand ça se promène trop d'une idée à l'autre. Eh bien, l'émotion visuelle peut nous ramener à une densité plus intense, justement, que ce que disait Serge par rapport au bruit de la mer. Alors après une série de 4 autres connexions, donc 19 inter 10. Donc 19 inter 10, donc 19, là on est dans la série émotivationnelle, donc 19 c'est une émotion très présente qui revient et revient. Donc, et inter 10, donc c'est une image conceptuelle. Donc par exemple, moi j'aime bien les belles images, on va qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Ah oui, on va se souvenir d'un animal, d'un chat par exemple, que l'on a très très bien connu, qui nous a accompagnés pendant une dizaine d'années de notre vie d'adolescent. Et donc on va se souvenir de ce chat, l'image mentale de ce chat, et l'émotion redondante, ça va être l'amour, la joie, de repenser, de revoir par une image mentale, une image conceptuelle, ce chat, par exemple. C'est vrai que quand on pense aux émotions redondantes, on peut évidemment passer à ce qui est juste derrière, mais c'est pareil, c'est le 19 inter 14, mais on est pris souvent, c'est comme des idées fixes finalement, par des émotions fixes, ou une série d'émotions, donc on est pris par l'emprisonnement. Oui, tu as raison, contre ce livre-là, ça, référence à donc un article d'Angela dans ce livre-ci, et dans ce livre-là, où il est question justement de pouvoir stopper, avant de stopper les réflexions redondantes ou les idées fixes, déjà pouvoir stopper la base émotionnelle et motivationnelle qui elle-même revient. Oui, un tel m'a pas dit bonjour, un tel m'a insulté, qu'est-ce que je suis mal, là, là. Puis là, on est perdu dans ça. Et justement, en connectant avec, en l'occurrence, donc, ce qui peut être un élément motivationnel, sonore ou visuel, eh bien, on peut justement calmer, intellectuel, conceptuel, pardon, on peut calmer cette émotion redondante.
Donc on peut soit la couper, soit la neutraliser en termes d'intensité, un peu moins intense. Et enfin, donc 18 inter 14 et 18 inter 10. Donc 18, on est dans la série émotivationnelle, donc on est sur des mouvements émotivationnels. Et 18, inter 14, tu as dit 14, et oui, tout à fait. Inter 14, donc là on est, la neurofonction 14, on est dans la série intellectuelle conceptuelle, et on est sur une audition des sons, des sons internes, des sons qui nous reviennent en mémoire. Et donc on serait sur du 18. Donc on va se positionner sur une musique, par exemple, et là on va donc en 14, on va réentendre la musique, et en 18, on va avoir des mouvements émotionnels qui vont revenir, la joie, donc, avec une intensité particulière. On va aussi se rappeler que peut-être on était avec un ami ou une amie à ce moment-là, donc ça va être un autre mouvement émotivationnel, peut-être plus affectif, en relation avec la musique, avec ce qu'on entend. Par exemple, au lieu d'être avec une musique, on va être dans une fête foraine, et on va se rappeler des souvenirs d'enfance, la roue, le barbe à papa, les cris des enfants, la grande roue qui tourne. Donc le 18, nos mouvements motivationnels aussi ont été accompagnés peut-être par notre grand-père. Il y a tout un... Ce 10 ou ce 14, en effet, quand on est donc sur du conceptuel, d'origine visuelle, d'origine auditive, en se connectant avec une variation dans les émotions, nous permet justement d'habiter ces changements, ces mouvements motivationnels. Parce que très souvent, on n'est pas là, et ça passe d'une émotion à une autre en nous, mais on ne s'en rend pas compte. Alors que là, ça peut prendre même un travail plus intéressant, j'ai envie de dire, plus talentueux, se dire, ah, j'ai tendance, enfin, ma machine a tendance à aller de telle émotion à telle autre, puis à telle autre, puis à telle autre, dans son mécanisme, dans son programme. Ce qui permet d'ailleurs aussi de stopper, parce qu'on s'aperçoit que, justement, j'entendrais volontiers ton exemple, Stéphane, d'entrepreneur agaçant, eh bien, on s'aperçoit que l'agacement en nous, ça va monter vers telle émotion, puis après, il y aura telle autre émotion, puis telle autre. Donc, tiens, si je stoppe à ce niveau-là, il n'y aura pas les autres émotions. Youpi, j'ai gagné. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des remarques ou un désir d'expérimenter ceci ou cela? Donc souvent, pour ce qui est du 10 ou du 14, donc l'image conceptuelle ou le son conceptuel, ça je l'avais déjà dit, c'est souvent... donc ça va peut-être jaillir intentionnellement, donc ça va, ou dans une discussion ou un rappel, l'image va jaillir, ou alors vous allez la travailler. Ça va être beaucoup plus... beaucoup moins intentionnel. Donc vous allez vouloir, il y a une volonté d'obtenir telle image. Et peut-être que dans d'autres, comme je le disais il y a 10 secondes, dans une autre discussion, ces images vont surgir. Et c'est à vous, à ce moment-là, d'être très présent à cette image qui revient. Elle est là, elle revient. Et elle est rattachée à quoi? Elle est rattachée à quoi émotionnellement? Ou ce son qui revient, il est rattaché à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc il y a la décision, la volonté, et il y a ce qui se passe de manière intentionnelle. Est-ce qu'on peut imaginer du 14 inter 18, si on reprend l'exemple de Stéphane tout à l'heure, avec une personne, l'idée en fait d'une voix que l'on n'aime pas, qui peut avoir un impact sur justement les mouvements émotivationnels, ou en tout cas une tension émotivationnelle dans un premier temps, et ensuite stopper ce qui est en train de se mettre en place,
et, et faire comment dire, euh, recréer ou en tout cas ou s'éloigner de ce souvenir de cette voix en changeant avec ou en le remplaçant par une autre idée d'un son pour justement stopper, diminuer le mouvement, enfin en tout cas comment dire, la contraction émotivationnelle et en fait on est dans un mouvement émotivationnel grâce justement cette neurofonction 14. Oui, Est-ce qu'on peut imaginer éventuellement un petit peu comme ça, mais là c'était plutôt moi du 14 inter 18, mais Oui, donc il y a déjà un processus conceptuel d'origine auditive. oui. Et comme je disais, si c'est la voix de quelqu'un qui t'agace, ça revient encore dans ma mémoire. Et c'est là qu'en effet, pouvoir se promener sur le plan motivationnel en disant ah, c'est joli finalement, c'est timbre de voix. Et tu n'es plus dans ce qui t'agace dans la voix, mais dans Mm. un autre élément. Et en fait, c'est un peu comme si tu mangeais un plat, mais il est un peu trop salé, et puis tu remarques qu'il y a un peu de poivre. Finalement, c'est l'argument poivré qui est plus sympathique que l'argument salé. Alors, je pensais pas forcément à un élément dans la voix, là, dans l'exemple, mais plutôt de remplacer ce son intellectuel peut-être par carrément un autre son. Donc, qui est dans l'environnement, dans le même environnement, qui va prendre plus de place que celui qui a eu un premier effet plutôt, enfin, pas désagréable, mais Si, Et si, désagréable. désagréable. à partir du moment où Il y il y a a les criquets qui chantent. Cri, cri, cri. à partir du moment où il y a une présence, donc on a un rappel de soi par cette présence, et on se dit à quoi ça sert, à quoi bon. Mm. Est-ce que quand je entends cette voix et que ça m'amène en 19 à une colère, par exemple pour notre ami avec son entrepreneur, est-ce que je garde ça parce que ça va être constructif, même si ça a l'air plutôt négatif constructif dans la conversation qui va se dérouler avec cet entrepreneur, ou alors non, ça ne sert à rien. Et à ce moment-là, il y a un discernement, on se dit ça, je le stoppe, et je le remplace. Le stopper, tout à l'heure, je vais penser à un autre, je vais penser à un autre son, peut-être plus agréable, ça va m'enlever savoir, je vais l'arrêter totalement, je vais l'enlever. Mm. Ça ne sert à rien. Parce que sinon, je vais rentrer moi dans un mécanisme. On est marre. Voilà. C'est là où il va y avoir un mouvement émotivationnel. Oui, bien sûr. D'accord. Mais il faut stopper. C'est toujours le stoppage. Oui, oui, oui. Mais la présence, et après on se dit, mais non, mais ça sert à rien. C'est pour ça que je te parlais au début de 19, c'est en fait si tu es dans une fixité émotionnelle, c'est bloqué. Donc, jusqu'au moment où tu vas glisser vers le 18, et là, le mouvement te permet, ce que vient de dire Serge à l'instant, de libérer. C'est ça, la présence, c'est être dans le moment. Donc on choisit ce qui est bon dans le moment. C'est ça aussi, être présent. C'est vrai que c'est très interpellant parce qu'on travaille, beaucoup de groupes de gens ont pu travailler sur de la présence depuis des siècles, mais souvent c'était une présence corporelle, ou c'était une présence émotionnelle, ou plus rarement une présence intellectuelle. Mais nous, on travaille les trois. Alors évidemment, il y a des connexions entre les trois, deux par deux. C'est évidemment un travail beaucoup plus gigantesque, il faut le dire, mais en même temps qui nous amène à une telle exploration de nous que ça peut devenir passionnant. Bon. Stéphane? Oui. J'ai encore un exemple en Je t'en prie. tête. C'est la biopsychomachine qui a toujours une tendance à se penser en moi des chansons. Et ça me rappelait un peu la difficulté de Carole parce que dernièrement, j'ai une chanson qui a émergé en moi.
Et c'est une chanson anglaise. Et je n'arrivais pas justement à capter les mots. Je captais uniquement la partie émotionnelle de la chanson avec l'émotion, la joie qui était connectée à cette émotion qui passait en moi. Mais en moi a surgi l'idée de me dire, mais quel est le sens des paroles? Et je suis resté sur une frustration parce que je n'ai pas réussi à retrouver la chanson. C'est une vieille chanson anglaise, donc c'est très difficile parmi des centaines de milliers, de millions de chansons de retrouver la chanson. Mais je ne désespère pas d'y parvenir et comme ça de pouvoir reconstruire le sens et la signification liée à cette chanson. Ce que j'ai pu constater, et c'est vrai que c'est très interpellant, c'est lorsque tu as, à un moment donné, tu observes une chanson redondante en toi, ça peut durer quelques heures, quelques jours, puis soudain, ça s'arrête, et au demeurant, une autre chanson intervient. Et j'ai remarqué que c'était justement, c'est très lié à ton état. C'est ça. Et c'est formidablement intéressant parce que ça indique quelque chose sur notre propre état. Oui. Et plus souvent. Mais justement, et au demeurant, tu ne sais pas la chanson, tu ne sais plus, les paroles peut-être non plus, et par contre, l'ambiance de la chanson est là, vraiment émotionnelle. Et de changer dans une chanson, tu remarques que c'est souvent quand tu changes profondément de terrain émotionnel. Tu n'es plus dans le même monde où il y avait une tristesse, un événement joyeux vient d'arriver dans ta vie, et un autre type de chanson apparaît. Hein, un air, on va dire, parce que ça ne peut plus des paroles. Oui. Bon, je laisse Amaury peut-être clore cette session. J'étais en train d'essayer de penser à des exemples. Merci pour les exemples, Serge, c'est toujours très utile. Pareil, la mer aussi, de mon côté, l'exemple de la mer et le bateau qui passe et tout ça, c'était très, ça résonne en moi. Dans Inter 21, ça me paraît pas mal. Euh, je pense que la difficulté en ce qui me concerne, et ce qui concerne ma machine, c'est ce que tu expliquais, c'est de rester présent pendant non pas juste le stoppage qui est, on va dire, instantané ou très court, mais c'est de rester et de continuer à en fait avoir un stoppage long et de rester, voire comme tu disais, plusieurs minutes dans l'auto-observation. C'est ce qui s'est passé en moi au moment où tu l'as dit, c'est j'ai depuis qu'on démarre ce cours j'ai maintenant l'habitude du stoppage et la durée du stoppage reste assez courte. Et je vois dans ce type d'exemple là, parce que tu le rappelais, la possibilité d'étendre la, la durée. Oui. Et pour revenir sur l'exemple de la mer et du bateau, j'entendais moi c'était un voilier, et j'entendais le claquement de la vent sur la voile. Ah, oui. Sur ouais. Ce que tu as dit aussi, ça va très très vite parce que entre le stoppage et la capture, ce qu'on appelle capture, c'est très très rapide et quelquefois on ne s'aperçoit pas qu'il y a stoppage, mais il y a capture. C'est très très rapide. Une fois qu'il y a capture, là, il y a présence. S'il y a capture, il y a présence. C'est rapide. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, si vous avez apprécié ce cours, eh bien, cliquez sur le petit pouce vers le haut. Voilà. Et oui, merci.